Et si on vous parlait un peu d'art aujourd'hui? Que seraient nos vies sans ces œuvres qui nous divertissent, nous intriguent et nous passionnent? La passion. C'est bien que ça ce que nous recherchons. Cette dose de dopamine pour notre cerveau, et puis quand on aime, on ne compte pas. C'est bien pour ça que la plupart des artistes derrière les plus grandes œuvres sont érigés au rang de demi-dieux. Mais tous ne goûtent pas à ce bain de foule, à cette ivresse, et certaines histoires sont parfois bien plus tristes. Comment ne pas citer Vincent van Gogh, l'un des plus grands peintres de tous les temps, auteur de bon nombre de chefs-d'œuvre, mais pourtant, il n'aura connu la gloire et la reconnaissance d'une public qu'une fois sa vie tourmentée achevée. Si le sport est un art, alors prenons le temps d'apprécier à leur juste valeur chaque tableau que nous propose la NBA. Et ils sont nombreux dans cette ligue en perpétuelle mutation, et comme Van Gogh, certains tombent dans l'oubli. Alors que le dernier rescapé sur le terrain de cette épopée se rapproche désespérément de la fin, redonnons les titres de noblesse à cette équipe qui avait 15 ans d'avance, le hit des Triamigos. Alors que leur influence n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, embarquez avec nous dans leur récit et offrons-leur un dernier bain de foule, digne des Beatles. Bon, et ben voilà, nous y sommes, le 3e volet des NBA Evolution, et celui-là, il nous aura pris du temps, et on est très fiers de vous le sortir. Il n'y a aucun doute, c'est le plus gros projet de notre chaîne, et désormais, notre bébé est entre vos mains, et il ne tient qu'à vous de liker, de le commenter s'il vous plaît, et peut-être que ça nous donnera la force d'en faire d'autres. Merci à tous du soutien et de la patience pour celui-là, et on espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Notre histoire démarre le 8 juillet 2010. Et soit vous vous souvenez encore d'où vous étiez et de ce que vous faisiez ce jour-là, soit vous avez déjà entendu cette histoire une dizaine de fois. Mais si, c'est le jour où LeBron a sorti sa plus belle chemise de bûcheron et a envoyé une hache en plein cœur de tous les fans des Cavs. This fall, man, it's very tough. And this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Onde de choc sur la planète basket, le Chosen One, qui n'était pas si loin du titre dans son Ohio natal, plaque tout. Direction Miami pour former l'une des premières super teams via Free Agency de l'histoire de la NBA. Il rejoint avec Chris Bosh l'équipe du dernier larron, Dwayne Wade. Pat Riley a dégagé tout le cap possible pour mener à bien ce plan. À partir de là, la voie est toute tracée. Direction Miami Beach l'été pour décompresser. Entre les saisons, et ces saisons, on est les meilleurs. Et on va tout rafler. Normalement, on devrait enchaîner les titres facilement tous les ans, à commencer avec la saison 2011, et patatras, faux départ. Défaite face aux Mavs vieillissants de Dirk Nowitzki, on peut appeler ça un gros échec. Malgré tout, si on regarde l'ensemble de la campagne de Playoff 2011, on peut se dire que tu sors de l'Est en gagnant tes 3 séries 4-1. Que tu as un coup de chaud inespéré des Mavs de mener 2-0 dans la série. Que derrière les Mavs enchaînent 2 matchs à 68 et 45% à 3 points pour plier la série. Et même que sur la régulière, tu es à plus 9,4 de net rating, de loin premier de NBA en cette année 2011. Plein de signaux encourageants pour une saison 1 avec un effectif pas encore parfait derrière le Big 3. Ça aurait été donc compréhensible de run it back exactement de la même manière et d'espérer que cette fois-ci, la pièce tombe du bon côté. Mais c'est là le vrai début de notre histoire et là où Spo et toute sa bande vont se montrer incroyablement humbles et intelligents. Ils vont voir le verre à moitié vide et finalement, le constat est fait que sortir de l'Est était une formalité de par un concours de circonstances. Ce n'était en réalité que l'année 1 du projet Bulls. Les Celtics n'étaient même plus la meilleure version d'eux-mêmes, et donc la voie facile était toute tracée. Mais qui sait d'où peut émerger une top équipe en cet été 2011, et ils vont donc se demander comment a-t-on pu perdre face aux Mavs ? Qu'est-ce qui a cloché dans ces finales pour qu'on se fasse complètement anesthésier ? Allons à l'épicentre du problème, le moment où tout a basculé. Le 4e quart-temps du Game 2.
Le Heat est devant d'une dizaine de points et tout proche de mener 2-0 dans ses finales. Puis, les vieux briscards de Dallas ont donné un vrai cours de modernité au Miami Heat. En attaque, on spamme un système, le double drive flare sur un côté vide. À ce moment-là, le Heat joue un drop et donc Chris Bosh reste en bas pour gêner le drive de Jason Kidd. Sauf qu'en utilisant un deuxième poseur d'écran, cela va donc créer un 2 contre 1 sur ce fameux côté vide. Chandler n'est donc pas utilisé en rollman mais en poseur d'écran d'un flare screen pour Dirk Nowitzki. Lorsque Dirk reçoit le ballon, soit il shoot, soit instantanément doublé par Chris Bosh pour ne pas lui laisser l'isolation. Dans le deuxième cas ici, on libère Kidd et bang, -6. Puis, Miami change de couverture et blitz à 2 sur Kidd. Contre-move automatique, Dirk glisse l'écran, se retrouve seul et bang, ça fait ficelle. Après, une contre-attaque, égalisation des Mavs. Et lorsqu'il faut planter le dagger, le tir pour gagner le match, on ressort notre vieux système favori, exécution parfaite, tir ouvert à 3 points, +3 Dallas. Miami revient dans le match après un bel after timeout, mais la balle est aux Mavericks et cette fois-ci, Bosh repasse sur Dirk Nowitzki. On lui dit de le presser agressivement pour empêcher le pull-up et attirer les aides vers le cercle, mais là encore, Carlisle avait tout prévu. Il demande à Chandler de poser un Gortat screen, résultat, Haslem est en retard, Dirk place une hésitation, drive et score. Mais le vrai problème, au-delà de l'attaque de Dallas, c'est que sur toute cette période, en dehors du système en sortie de temps mort, Miami n'a pas scoré. 1-0 pointé. Comment ? Pourquoi ? Eh bien, parce que Dallas n'a subi aucun drive sur cette courte période. Dès que Dirk ou Chandler étaient appelés sur l'écran, il vient au niveau de cet écran sans être agressif, juste de quoi ralentir le porteur. Derrière, on prend des largesses. Dès que LeBron tente un drive, Chandler vient se montrer en tant que early help pour le dissuader. Pourquoi prend-on autant de largesses côté Mavericks ? Eh bien, parce que Bosh, à l'époque, il tire pas. Et puis, Haslem non plus. Wade ou LeBron, quand ils n'ont pas la balle, eh ben, sont pas vraiment menaçants, pas très actifs off-ball. Bref, il n'y a pas de spacing et pas de spacing, donc pas de drive, que du shoot-making. Et quand la pièce tombe du mauvais côté, eh ben, ça a suffi à Dallas pour renverser les finales. Mais cette fin de Game 2, c'est aussi en fait tout un reflet de ce qui s'est passé pendant toutes ces finales. Parce qu'on a eu la même situation à la fin du Game 4. Miami est devant, mais l'attaque patine. Dallas ressort les early help et Miami enchaîne les paires de balles sans aucune possibilité de drive. Erik Spoelstra tend même la carte Mike Miller, un shooter, mais un seul shooter ne change pas toute la géométrie du terrain. Puis, au Game 5, Dallas sort la carte touché par la grâce et envoie une perf avec 68% de réussite à 3 points. Sacré boost offensif et ça commence à tous efforts du côté de South Beach. Mais il reste 2 matchs à domicile. Si à Miami les emporte, ce seront eux les champions, mais rien n'y fera. L'attaque est toujours au point mort, tellement que Spoelstra va tenter une line-up avec Mike Bibby, Mike Miller et Eddie House. En 2011, ça fait mal au cœur. Et c'est encore là où Carlisle va leur faire la leçon en laissant un intérieur sur le terrain. Parce que qui dit petit pour mettre des shooters, dit aussi faiblesse au rebond. Et dans le 4e quart-temps, le Heat a beau essayer de ice le pick and roll et empêcher Dirk de poser des écrans qui gênent, l'Allemand va s'enjouer avec de l'isolation et va se montrer létal. D'un calme olympien pour glacer Miami et repartir avec le précieux sésame. Ces finales sont elles-mêmes le reflet des playoffs où l'attaque s'est effondrée. De 113 d'offensive rating en saison régulière, ils sont passés à 107 pendant les playoffs et même 106 pendant les finales NBA.
Cette équipe était loin d'être parfaite et ses limites ont été exposées au grand jour pendant les finales. Avoir des stars, c'est bien, mais ça ne suffit pas. D'autant plus que les profils ne semblent pas si complémentaires que ça, un peu redondants même. Si le Heat veut gagner, il faudra se mettre à la page. Alors, Spoelstra et Riley vont entamer une mue totale à l'été 2011. Enterrons ce Heat 2011, embrassons les forces de nos stars et construisons une équipe atypique, mais légendaire. Le Heat vient donc de griller sa cartouche. Désormais, une autre saison sans la bague au doigt sera vue comme un immense échec du projet. Mais alors, comment se remet-on d'un tel échec ? Sachant que tout ton cap space, ou presque, est mis sur tes 3 stars. Autrement dit, comment faire évoluer cette équipe sans marge de manœuvre ? Pression maximale et Riley va viser juste avec sa seule flèche. À la Free Agency, il ramène Shane Battier, le magnifique qui sort de l'échec Rockets Yao Ming. Mais mis à part lui, ce n'est pas la signature d'Eddie Curry ou la draft de Norris Cole qui vont révolutionner cet effectif. À ce moment-là, plus trop le choix, il va falloir changer toute l'ADN de cet effectif. Et pour bien comprendre cela, il faut comprendre le profil de tes stars. Ce sont elles dont tu dois extraire le plus de jus possible. Et en attaque, l'association Wade, LeBron, Bosh est toute sauf triviale. LeBron James et Dwayne Wade sont à l'époque dans leurs plus belles années et sont avant tout des porteurs de balles sans véritable shoot extérieur, mais sont des anomalies physiques pour l'époque. Les grands porteurs de balles, ça n'existe pas vraiment. Alors des grands porteurs de balles costauds, explosifs, longs, avec ce niveau de body control et de toucher de balle, c'est potentiellement un jackpot pour accéder au cercle. Autrement dit, tu as peut-être les 2 meilleurs joueurs de rim pressure de toute la NBA, mais tu n'as pas réussi à parfaitement les exploiter. Si les Mavs ont vraiment exacerbé ce problème, il était un petit peu déjà là en saison régulière. Tu n'étais que 24e en fréquence de tir au cercle, sacrilège. Pourtant, tu avais la meilleure réussite au cercle, mais lorsque les défenses ont resserré le panier, ce chiffre est tombé de 67 à 63% en playoff. D'un point de vue individuel, LeBron ne prenait que 37% de ses tirs au cercle, 69e centile. Et 47% de ses tirs sont pris à mi-distance, alors qu'il a tout pour être le meilleur driver de l'histoire du jeu. Alors, le mot d'ordre est simple, libérer des lignes de drive, de l'espace, du spacing. We're trying to do the things that are most important for us. And whether we have to make our own adjustments, but if we're not playing our type of game, we don't have a chance to win. Comment est-ce que ça se matérialise tout ça ? Déjà, moins de Udonis Haslem, traité comme un non-shooter total pour un peu plus de Mario Chalmers, qui devient le meneur titulaire de l'équipe. Il ne savait pas faire grand chose en attaque, ce bon vieux Mario, mais il tirait à 37% sur ses 3 premières saisons NBA, et c'est pile ce que Spo voulait. Ensuite, Shane Battier arrive donc avec un historique de shooter à 40% sur près de 10 ans de carrière. Et comme il est grand et un excellent défenseur aussi, il va vite devenir indispensable. Mais un petit loustic, un amigos, dont on n'a pas parlé dans cette transformation et qui pourtant va être primordial. Peut-être même le plus important, c'est Chris Bosh. L'histoire classique qu'on entend, c'est qu'il fallait qu'une des 3 stars se sacrifie pour le bien commun. Et que c'est Bosh qui l'a fait, et c'est ça qui a changé la face de l'équipe. En un sens, ce storytelling est plutôt vrai. Erik Spoelstra a petit à petit remodelé son jeu, mais avec une idée très précise en tête. Le coach est allé dans l'Oregon pour rencontrer Chip Kelly, un coach NCAA de foot US assez reconnu, et il veut reproduire la spread offense, mais au basket. Et c'est comme ça que Chris Bosh va en fait devenir la clé de voûte de cette équipe. C'est pas moi qui l'invente, c'est Spoelstra lui-même qui le déclarait. Arguably our most important player. We've said that now for 4 years, and it's not just because of that shot. En attaque déjà, Chris Bosh va être de plus en plus assisté, utilisé en fin de chaîne, mais surtout dont les spots vont changer. Le staff du Heat va s'attarder sur un détail,
le pourcentage au lancer franc de l'ami Chris Bosh. Depuis 2005, il est à plus de 80%. Et ça, c'est assez rare pour un big et c'est preuve du toucher de balle. Et ce toucher de balle, ça va être la fondation de l'évolution de l'ancien Dino. Développer un tir à 3 points. Ça va prendre un peu de temps avant de devenir une vraie arme létale, mais Bosh est un surdoué qui apprend vite et bien. De 25 tentatives lointaines en 2011, il va passer à 35, puis 74 et carrément 218 en 2014. De 0,3 à plus de 3 par match. Et le pourcentage va mettre un peu de temps à suivre, mais atteint lui aussi 35% en 2014. Et ces chiffres ne cesseront de progresser même après le départ de LeBron, mais là, on dépasse le cadre de notre histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que Bosh s'écarte et son efficacité s'envole. Habitué à être entre 3 et 5% au-dessus de la moyenne d'efficacité, sa valeur prend une toute autre proportion quand il atteint des plus 10 et plus 11% en 2013 et 2014. Les 2 saisons où il développe ce fameux tir lointain. Et quand en conférence de presse, un journaliste lui demande quelle stat il regarde, s'il n'est pas déçu de ne plus être en 23 points 10 rebonds comme à Toronto, le principal intéressé répond qu'il ne regarde que 2 stats, l'efficacité et le plus-minus. Toute cette évolution a donc du bon pour lui, mais surtout pour l'équipe. Et il faut aussi le dire, l'écartement a été progressif et donc l'impact réel du shoot à 3 points plutôt mineur en 2012 et 2013. Mais avec moins d'Aslem, Chris Bosh joue plus poste 5 et c'est ça, ce replacement, qui commence déjà à tout changer. Il apporte du spacing de par son mi-distance, son passing et sa capacité à dribbler. Dès 2011, en réalité, il a un on-off de fréquence au cercle de plus 5,7%, 97e centile NBA. C'était sous nos yeux et il ne s'agissait pas de prendre des tirs pour prendre des tirs, mais l'utilisation tactique jouait aussi énormément. C'est là où on voit que le coach et le joueur ont travaillé main dans la main avec un but commun parce que Spo va s'éclater avec son nouveau joujou. Il ne va pas l'utiliser en spot-up, en fin de chaîne, à l'opposé et l'écarter de l'action. Au contraire, le but est de l'utiliser le plus possible sur le ballon, en poseur d'écran, mais un poseur d'écran qui fait du pick and pop. Ça paraît banal aujourd'hui, mais il y a 15 ans, un poste 5 qui pick and pop à 3 points, à part Dirk Nowitzki, il n'y avait pas grand monde. Un exemple tactique un peu plus concret, mais dans ce hit qui joue beaucoup de horns, ça fait extrêmement de sens d'avoir un pivot qui shoot. Alors avant toute chose, le horn, c'est quoi ? C'est une configuration où le porteur de balle a 2 poseurs d'écran. Un de chaque côté et les 2 autres mecs sont dans les corners. Chris est situé souvent à droite du terrain et soit il pose l'écran directement, soit l'action se transforme en pin down pour le joueur de son côté qui sort du corner. Et comme dans ce corner, c'est soit Wade, soit LeBron qui arrive lancé, le défenseur de Bosh descend donc au cercle pour défendre un drive. Et donc Bosh se retrouve seul et peut dégainer à 3 points ou à mi-distance, lui qui était aussi à 53% dans l'elbow à droite du terrain. Il existait aussi la version où après le horn, Chris Bosh posait un flare screen à un shooter comme Ray Allen à partir de 2013. Et là-dessus encore, les décalages créés par la gravité d'un autre, lui, il pouvait les sanctionner et de plein de manières différentes, aussi avec le dribble. En bref, le Heat adorait jouer des actions à 2 où Chris Bosh était le poseur d'écran et devenait le joueur le plus dangereux sur le terrain. Et c'était peut-être encore plus dévastateur quand Bosh posait un backscreen descendant vers le panier pour Dwayne Wade. Et il faut faire un choix entre le shoot de Bosh, dévastateur, et un cut de Wade. Et la valeur de Chris Bosh ne s'arrêtait pas à là, puisque si la première action n'aboutissait pas, on pouvait lui donner la balle et ça devenait lui le décisionnaire de l'action. On pouvait donc relancer quelque chose à l'opposé, que ce soit un flex screen ou un démarquage, et il était donc la super glue qui permettait le liant du jeu. Au général, on avait souvent cette configuration de Bosh en pick and pop sur un côté vide et le dilemme direct, soit s'ouvrir à un drive de LeBron ou Wade, soit laisser Bosh seul. Et à l'opposé de cette action, là où l'aide a le plus souvent l'habitude de venir, compliqué de dézoner, puisque c'est là qu'entre en jeu Shane Battier et Ray Allen, 2 snipers qui dissuadent
les aides. Le résultat de ce grand changement est sans appel et pile celui que voulait Spoelstra. Le Heat va connaître une explosion offensive des tirs au panier. Elle passe de la 24e à 8e de toute la NBA en 2012, avec toujours une excellente efficacité, évidemment. En fait, cette saison 2012 ne sera que le début du processus. Puisque ça a marché en 2012, on pousse encore le modèle les 2 années suivantes. Chris Bosh s'éloigne encore et toujours, on va chercher toujours plus de shoots, avec pourquoi pas le meilleur shooter de l'histoire, Ray Allen. 2013 puis 2014, le Heat est toujours top 10 en fréquence au cercle, mais surtout le Heat atteint des pics d'efficacité dans cette zone presque historique. 68,2% de réussite au cercle, lorsque le deuxième n'est même pas à 66%. Et les grands gagnants de tout ça, individuellement, ceux qui vont se régaler et prendre de la lumière, c'est évidemment James et Wade. Vous vous souvenez, eux qui galéraient un poil par rapport à leur standard en 2011 ? Eh bien LeBron va passer de 37% de tirs pris au cercle, un gros tiers à 40, puis 43, et même 47% en 2014. Presque un tir sur deux. Et l'efficacité déjà élite de 72% va devenir juste historique, générationnel. Puisque LeBron va finir à 74, 76 et 79% en 2014. Meilleur de NBA et de loin, et sans doute un des meilleurs de l'histoire. Bon, on va essayer de réexpliquer ces chiffres un peu plus clairement. LeBron prenait un tir sur deux au cercle et réussissait 80% de ses tirs. Et ça, c'est sans compter les fautes. Hors norme. Pareil pour Wade qui augmente son efficacité au cercle de 67 à 70%. Bref, le Heat a déverrouillé son duo et a donc sans doute, à ce moment-là, les 2 meilleurs drivers de NBA dans son effectif. Le grand problème de 2011, c'était la chute de l'attaque en play-off. Mais en 2012, il n'y aura pas de panne. Le chiffre monte de 107 à 109 points par 100 possessions. Mais peut-être que tout ça, ce n'était pas que à cause de l'attaque. L'attaque est bien mignonne avec ce 5-out, mais l'attaque n'est rien sans la défense. Finalement, trouver une solution offensive, c'était peut-être la partie la plus simple de la mission. Sans un autre intérieur que Chris Bosh, et avec la favorisation des profils offensifs, il faut trouver un moyen de mettre en place une défense qui permettra de faire jouer ces joueurs des deux côtés du terrain. Et il faut donc trouver une manière différente, puisque tu joues plus petit. Mais qui dit moins de verticalité, dit plus d'horizontalité. Au lieu d'être plus grand, finalement, le Heat va être plus large et va pouvoir se déplacer plus rapidement. Quand tu n'es pas le plus grand, quand tu n'es pas le plus dominant au rebond, tu vas chercher la valeur ailleurs. Et cette valeur, ce sera la création de transition. Le but est simple. Vu que tu ne seras pas peut-être le meilleur pour contester les tirs, il faut empêcher ces tirs d'arriver. Les schémas vont donc être les suivants. Fini le drop classique des années 2010, on va désormais faire tout l'inverse, du hard edge, voire du blitz selon l'adversaire. Le principe est de monter agressivement sur le porteur de balle avec Bosh grâce à sa mobilité. Essayer de l'enfermer, le faire suffoquer et créer un maximum de pertes de balles. Et si jamais la passe passe le premier rideau, on mise alors sur le vrai super pouvoir de Dwayne Wade et LeBron James, leur protection de cercle. En effet, LeBron va être absolument incroyable en low man et va donc légitimer les schémas de Spoelstra, sans lui trop risqué, et le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est là que le trio magique va être à son paroxysme. Avec les 3 joueurs et Shane Battier, tu as systématiquement un protecteur de cercle de bon niveau off-ball qui peut venir fermer le couvercle en second rideau, pendant que Bosh, lui ou les autres, peuvent mettre la pression sur le porteur de balle. Avec leur hyperactivité sur les lignes de passe, en 2012, 32 joueurs avaient un minimum de 1,2 steal percentage et block percentage, en gros un joueur par équipe, mais le Heat en avait 4, dont le seul a minimum 2,2 dans les deux catégories, Dwayne fucking Wade. Rebelote en 2013, l'escouade de playmakers défensifs d'élite se réorganise et
organise un nouveau festival de création de transition avec les brutes que sont Dwayne Wade et LeBron James. Alors, certes, tu n'as plus d'intérieur classique, mais le point positif, c'est que tu peux faire tout ce que fait d'habitude un intérieur avec la protection de cercle. En plus de ça, eh bien, tu vas pratiquer un switch all sans vraiment avoir de risque. En fait, encore une fois, la clé de tout ça, c'est bel et bien Chris Bosh. Dans les chiffres, le changement est spectaculaire. Passage de la 24e équipe à la création de transition à la 2e place, puis 4e en 2013 et première en 2014 avec plus de 18% de fréquence de transition. La fréquence de tir au cercle baisse aussi en passant de 17 à 11. L'objectif est de dissuader le tir au panier le plus possible et non plus de défendre ouvertement avec un protecteur de cercle classique. Créer le surnombre quitte à laisser le tir ouvert à 3 points. Et tout ce cocktail, ce plan équilibré entre attaque et défense, eh bien ça marche. Le Heat démarre très fort la saison 2012 avec plus 10 de net rating sur les 30 premiers matchs, meilleure attaque de NBA et 5e défense. On retrouve bien là le plan avant tout offensif de Spoelstra, mais Wade, puis Bosh vont un petit peu se blesser et feront chuter finalement l'attaque au 6e rang. Mais il est venu l'heure des playoffs. Et on va voir une grosse différence avec les années précédentes, c'est que le plan de jeu est beaucoup plus adaptable. On n'est plus bloqué à subir le mauvais spacing comme en 2011, et en défense, l'équipe est proactive et va provoquer toujours plus de pertes de balles. Preuve de tout ça, l'attaque est même meilleure en playoff qu'en saison régulière, et comme la défense continue de gagner son pari fou de provoquer des pertes de balles, eh bien l'équipe écrase les playoffs avec plus 8 de net rating, encore une fois meilleur que dans la saison régulière. Alors oui, le Heat a joué à se faire peur en finale de conférence, était même mené 3-2 face aux briscards des Celtics, mais c'est à ce moment-là que LeBron James a sorti la cape de Superman pour la première fois. Quand on regarde dans le détail, cette série est un peu bizarre. Miami a plutôt dominé Boston sur chacune de ses victoires, mais par contre, ils ont perdu tous les matchs serrés, notamment ce Game 5 crucial que Paul Pierce viendra marquer de son empreinte en fermant le couvercle sur la tête de LeBron James. Mais au-delà du niveau sur lequel Miami était en réalité bien au-dessus, devinez qui manquait à l'appel sur les 5 premiers matchs. Petit indice, c'est le même joueur qui s'est blessé au tour précédent face à Indiana dès le match 1. Et dès qu'il a disparu, le Heat avait aussi perdu de sa superbe et avait perdu 2 matchs d'affilée. Vous avez une petite idée ? Eh ouais, c'est encore Chris Bosh. On pourrait vous expliquer tactiquement comment le plan de mettre Rondo sur LeBron a été déjoué avec du post-up, ou alors comment énormément de shoot-making est aussi rentré en jeu, mais en réalité, lorsque le Heat était au complet avec Chris Bosh sur ses playoffs, ils ont battu les adversaires de 11 points par 100 possessions. C'est énorme. Et en finale, certes OKC ne perdra que très peu de ballons et refroidira un petit peu la défense du Heat, mais l'attaque, elle, avec ce spacing de folie, va créer énormément de tirs au cercle et finiront finalement avec une efficacité très élevée, ce qui suffira à battre le trio du Thunder. Les Tri-Amigos se passent enfin la bague au doigt, et cela pour la première fois, et vont pouvoir capitaliser ensuite sur cette réussite. Ce titre de 2012, c'est la victoire du spacing, du 5-out, du rythme de jeu, et autant en plus appuyer là-dessus. C'est suite à cette victoire que Chris Bosh va encore plus s'écarter à 3 points et que Miami va faire débarquer Ray Allen depuis Boston pour avoir une attaque encore plus inarrêtable. Cette équipe du Heat devient l'équipe Analytics avant l'heure et deuxième en réussite à 3 points, première en réussite au cercle, encore et toujours. L'alchimie est trouvée, les roleplayers artillent pendant que LeBron et Wade tabassent le cercle, bref, le Heat se kiffe et ne s'en cache pas. Le Showtime atteint son pic au début du printemps lorsque les fleurs éclosent, 27 victoires de suite entre le 3 février et le 27 mars. Presque 2 mois d'invincibilité, 18 victoires à l'extérieur sur les 19 dernières rencontres et un exercice bouclé avec 66 victoires. Évidemment, le MVP pour LeBron James et honnêtement, on a du mal à voir qui pourrait sortir le champion des playoffs 2013 qui arrive.
Et pourtant, les super-héros vont rencontrer leur kryptonite lors de ces playoffs. Même 2 fois, en réalité. Tout commence très bien avec un seul match perdu sur les 2 premiers tours face aux Bucks, puis face aux Bulls. Puis arrive la fameuse série face aux Pacers qui vont les pousser en 7. Et ces Pacers étaient construits parfaitement en symétrie de ce hit. Premièrement parce que c'était une excellente défense, évidemment, la meilleure de NBA, mais surtout qui protégeait incroyablement bien son cercle. Roy Hibbert faisait du drop et Indiana était la 3e équipe qui encaisse le moins de tirs au cercle, avec en plus la première efficacité en termes de réussite concédée. Autrement dit, ils étaient les maîtres au panier, ce qui correspondait aussi à la grande force des Floridiens. Et en attaque, ils étaient grands, immenses même, et la 3e meilleure équipe au rebond offensif de toute la NBA. Sauf que ce hit avec Chris Bosh en 5 était relativement petit, encore plus lorsque Chris Bosh faisait du hard edge, ou pire, switchait le pick and roll, et on se retrouvait avec un mismatch au rebond pour Roy Hibbert ou David West. Et les 2 intérieurs avaient en plus un bon toucher, un peu de post-up pour sanctionner. Et cette grande force venait s'imbriquer parfaitement avec une énorme faiblesse du hit, puisque ce nouveau hit avec ses nouveaux schémas, c'était la 27e équipe au rebond défensif. Le plan est donc clair, tabasser ce hit sous les cercles, et c'est ce qui va se passer. 40, 35, 36, 40, 27, puis 40% de rebonds offensifs sur les 6 premiers matchs. Et le dilemme est terrible. Spo est tenté de faire jouer Chris Anderson ou de Nessa Slem, mais si l'un des deux joue, adieu ton switch, ta défense agressive, et surtout, adieu ton spacing. Miami va s'en sortir grâce au talent de ses stars et un très bon play calling. Beaucoup de pick and pop de Chris Bosh pour punir le fameux drop de Roy Hibbert. La fin de match du Game 1 est aussi un très bon exemple. LeBron cible d'abord George Hill avec un très rare pour l'époque pick and roll inversé et peut ainsi driver en puissance. Puis Paul George pense donner la victoire aux siens avec 3 lancers francs, mais Spoelstra sort sa carte piège au meilleur moment sur l'after timeout. Feinte de main à main de LeBron qui garde la balle, fait un départ monumental et file au cercle pour donner la victoire aux siens. La pièce est tombée du bon côté pour le hit, mais le blueprint est là. L'autre aspect sur lequel le hit se sauve sur la série, c'est ses fameuses pertes de balles, puisque les Pacers étaient 28e en saison régulière dans ce domaine. Du pain béni pour les chiens de garde du hit qui ont réussi à créer de l'attaque comme ça également. Plus d'une possession sur 5 qui finit dans les mains du hit, c'est beaucoup trop, et Miami finit par brûler les ailes de la bande à Paul George. Mais en finale, c'est un tout autre calibre face aux Spurs. Le sorcier Pop a très bien repéré les quelques failles du champion, et si on regarde dans le détail, c'est les Spurs qui ont gagné ces finales. L'équipe avec le net rating positif, celle qui a tout simplement scoré le plus de points, eh bien c'est les Spurs. Mais le basket, vous le savez, ne fonctionne pas tout à fait comme ça, et le Utah a eu le mérite de s'adapter et de réagir pour renverser une situation incroyablement mal embarquée. Sur les premiers matchs, Pop, le magicien, dicte le tempo. Pour attaquer cette défense très proactive, agressive sur le ballon, il faut un bon spacing pour sanctionner le moindre espace laissé. On aura donc très peu de Duncan et Splitter en même temps et toujours 4 bons shooters autour de l'intérieur. Et c'est pour ça que Gary Neal, Danny Green et Boris Dio jouent beaucoup. Le but est d'attirer la pression, le fameux 2v1 sur le porteur de balle et de vite lâcher la balle. À ce moment-là, un défenseur off-ball va donc venir sur le rollman, laisser seul et lui-même abandonner un shooter côté faible. C'est donc ce joueur-là à qui il faut renverser le ballon le plus vite possible. Et le double effet qui se coule, si le tir ne rentre pas, eh bien Duncan a donc la position préférentielle au rebond, puisque Bosh n'est pas encore revenu. Et c'est ainsi que San Antonio martyrise Miami au rebond offensif au Game 3, avec 40% dans le secteur, et lorsque les shoots rentrent au Game 5, c'est une véritable orgie et San Antonio prend les commandes 3-2 de la série. Mais tout n'est jamais tout noir ou tout blanc en réalité. Et Miami a également pris de match parce que cette défense, eh bien, elle ne s'arrête pas de créer des pertes de balles. Et elle remporte aussi complètement le bras de fer de ce point de vue-là. Et c'est aussi pour ça que le spacing était si primordial pour les Spurs.
Le Heat était une des premières équipes de l'histoire à aider à une passe près, pour boucher l'espace avec des stunts et être toujours plus agressif sur le ballon. Et donc, cela créait un tir ouvert immédiatement ou une interception. Un jeu à double tranchant et à l'aube du Game 6, la lame est plutôt sous la gorge des Floridiens. Ils vont alors jeter leur dernier atout dans la bataille, toujours plus de shooters. Udonis Haslem ne verra plus le parquet au profit de Mike Miller, et comme un coup de pouce du destin, c'est ça qui va les maintenir dans un match 6 irrespirable. 57% de réussite de loin, et pourtant c'est San Antonio qui mène à la fin du match. Cette fin de match, elle va débloquer les finales pour le Heat. En défense, on passe en mode switch hole et ça freine considérablement la motion offense des Spurs. Tony Parker bute à plusieurs reprises en switch sur Bosh, et de l'autre côté, par contre, le Heat n'en profite pas du tout. LeBron signe même une fin de match cataclysmique avec 2 paires de balles, mais dans cette peur de conclure aussi, Gino le Magnifique rate un premier lancer franc et laisse la porte ouverte. LeBron James va mettre un premier orteil dans ce qui est un petit cafouillage au rebond, mais Kawhi va rater un lancer et c'est là qu'intervient le plus gros panier de l'histoire du basket. Un 3 points salvateur inscrit par le Jésus du basket qui change toute l'histoire d'une saison. C'est poétique. Mais revenons en arrière parce que l'ironie de la situation est presque encore plus belle. En effet, tactiquement, les Spurs sont en switch hole, sans Duncan justement pour ne pas concéder de 3 points ouverts. Mais Tony Parker se trouve sur le premier écran et n'est pas en position pour switcher le deuxième. Incompréhension collective entre Dio et Parker qui sortent à 2 sur la sortie d'écran sur LeBron James. Chris Bosh se retrouve donc seul au rebond offensif. Et cette position seule permettra donc à Ray Allen d'écrire une des lignes les plus mémorables du grand livre qu'est la NBA. La prolongation est un ensemble d'actions incompréhensibles entre le marché de Ginobili, LeBron qui perd la balle en transition tout seul et les Spurs qui n'arrivent plus à attaquer le switch sur Chris Paul. Comme à symbole, sur cette dernière possession, Pop appelle un flare screen pour Danny Green, mais Chris Bosh libyen vient switcher et contre Danny. Le scénario qui arrive qu'une fois sur 1000 vient de se produire et, dans un match 7, rebolote. Retour sur la guerre du switch. Miami échange, Tipeee a un tir très contesté mais Duncan domine au rebond et l'ultra agressivité du Heat dès que possible crée de la transition. Mais de l'autre côté, même Duncan finit par switcher. Et alors, c'est là que le Heat change de cible. Au lieu de cibler Tim Duncan, les hommes d'Eric Spoelstra vont plutôt cibler Tony Parker, et c'est finalement lui qui ne peut pas du tout défendre sur LeBron James. On se retrouve donc avec Mario Chalmers qui vient poser les écrans. Parker essaye de edge sur LeBron, mais ça ne passe pas très bien. Kawhi est donc en retard, passe sous l'écran pour empêcher un drive, mais ça laisse le tir ouvert. Bingo pour LeBron James. Ça sent bon et Spo va sortir un dernier coup magique. LeBron sur Ginobili. Il sait que les Spurs vont aller jouer cette action entre l'Argentin et Duncan. Gino arrive lancé, pense avoir les lay-ups mais Bosh a switché et l'enferme ligne de fond. Et là où c'est génial, c'est que LeBron sur Duncan, c'est plus du tout un mismatch. Et LeBron a pris la position préférentielle. Une énième paire de balles qui sonne le glas de ces Spurs et la couronne est à nouveau à LeBron James et toute sa bande. C'est à couper le souffle. C'est le point d'orgue. Le point d'orgue d'une équipe légendaire, coachée par un génie en avance sur son temps, puisqu'en 2014, Wade rate des matchs et l'équipe est bien plus en gestion qu'en démonstration lors de la saison régulière. Mais en play-off, le rouleau compresseur est de sortie et le Heat arrive en finale presque plus tranquillement que l'année précédente. Il retrouve donc les Spurs. Mais là où la pièce de l'adresse était allée du côté du Heat en 2013 et les avait sauvés,
elle va complètement les anéantir en 2014. San Antonio ne fera pas un seul match de la série en dessous de 45% de réussite à 3 points. Et comme en plus ils dominent toujours au rebond et perdent moins de ballons, série, il n'y aura pas vraiment. LeBron revient donc dans l'Ohio à l'été 2014 et il n'aura eu donc que 2 bagues pour cette équipe légendaire. Une équipe où le système n'était pas parfait, il avait des défauts, mais il n'aura perdu qu'une série de playoffs en 3 ans sur une crise d'adresse presque historique. Une équipe souvent mal aimée, mal comprise aussi, mais pourtant révolutionnaire, audacieuse et dont la force secrète résidait dans le profil de son pivot qu'on a coupé en plein vol. Une équipe avant-gardiste dont le rayonnement n'a jamais brillé aussi fort qu'en cette année 2025. Mais alors comment peut-on dire qu'une telle équipe a eu une influence sur tout le reste de la ligue ? Comment peut-on penser qu'ils ont laissé un héritage tangible alors que toutes les équipes qui ont par la suite brûlé tout leur cap space sur 3 joueurs pour former une super team ont été des échecs retentissants ? Les Lakers du trio James Davis Westbrook, les Nets de Durant Harden Kyrie, les Suns de KD Booker et au choix Chris Paul ou Bradley Beal, 3 associations alléchantes pour un résultat de 0 finale de conférence cumulée. Alors, si ce n'est pas sur la construction d'effectifs, est-ce que ce serait plutôt sur la manière de jouer qu'ils ont été avant-gardistes ? Mais là encore, comment dire ça alors même que la plus grande révolution du sport est apparue une poignée d'années après ce hit ? Les équipes se sont toutes mises à copier le modèle Rockets Warriors, mais sans doute pas celui du hit. Et pourtant, les hommes de Spoelstra avaient mis le doigt sur un élément hautement important, la création de paires de balles. À munitions égales, c'est à celui qui aura le plus de munitions qui gagnera. Mais la nuance est juste là, à munitions égales. Dans un environnement stable, ce pari marchait. Mais la révolution à 3 points est venue tel un raz-de-marée et a tout emporté sur son passage. Les munitions n'étaient plus égales, c'est comme l'apparition de l'arme nucléaire alors qu'on jouait encore avec des épées en bois. Pour prendre une autre analogie, c'est comme si vous jouez à la bataille et le 8 avait trouvé un moyen d'avoir dès le départ 5 cartes de plus que son adversaire. Pas mal. Sauf que les Rockets, eux, s'étaient assurés un moyen de n'avoir aucune carte en dessous du 10. Bien mieux. Seulement voilà, dans la NBA actuelle, cela fait déjà un paquet d'années que tout le monde s'est mis à la page et a adopté ce nouveau régime de tir. A trouvé le moyen de ne piocher que des 10 ou mieux. Et donc nous sommes à nouveau dans un environnement stable, et la théorie voudrait donc que c'est de nouveau à celui qui créera le plus gros écart dans la bataille des possessions qui l'emportera. Et autant vous dire que les playoffs 2025 viennent complètement embrasser cette théorie. Sur les 84 matchs disputés pendant cette post-season, l'équipe qui a remporté la bataille des pertes de balles, celle qui en a créé plus que son adversaire, ont un bilan de 62 victoires pour 22 défaites, soit une victoire dans 74% du temps. Alors bien sûr, gagner la bataille des pertes de balles ne garantit pas toujours une victoire, parce que, comme on l'a vu en 2025, il peut y avoir des miracles, comme la crise de réussite tout simplement des Indiana Pacers, ou même les minutes de grâce de Tyrese Haliburton en fin de match. Mais en réalité, les pertes de balles, c'est peut-être la recherche ultime du basketball des analytics. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils racontent, tu vois ? C'est les 3 points, les analytics. Alors, oui et non. En fait, le problème un petit peu des 3 points, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément la réussite qu'on va générer derrière. Alors que finalement, les analytics derrière la perte de balles, on est garanti, après une perte de balles déjà, de ne pas encaisser un panier, et aussi de créer une transition qui, à coup sûr, sera une meilleure attaque qu'une attaque sur demi-terrain. Donc finalement, l'approche mathématique du basketball correspond peut-être beaucoup plus à forcer les pertes de balles qu'à chercher le plus gros volume de 3 points. Finalement, la révolution à 3 points, c'était avoir le plus de shooters possible pour avoir un meilleur accès au cercle, mais cela sur demi-terrain. La recherche de la génération de pertes de balles, c'est de vouloir générer des 1 contre 0.
parle même plus de spacing ici, on parle d'une efficacité encore bien plus grande qui permet même de cacher parfois le manque de spacing sur demi-terrain et les aléas en attaque qu'une équipe peut avoir. En forçant plus de pertes de balles, on a finalement un plus grand contrôle sur la réussite ou non de notre attaque. Puis, générer des pertes de balles, finalement, c'est aussi un moyen de gagner la bataille des possessions. Il y a un double bonus parce que, en créant justement un turnover, vous enlevez un tir adverse. Pchit, disparu. Bon allez, il est l'heure de sortir un peu les calculettes et de rentrer dans des exemples précis pour illustrer notre bataille des possessions. Les équipes, en 2025, commettent une perte de balles en moyenne sur 14% de leur possession. 14,3 en saison régulière et 14,4 en playoff. Aussi un moyen de faire disparaître un peu le mythe de la transition qui disparaît en playoff, vu que finalement, la moyenne des pertes de balles en saison régulière et en playoff reste les mêmes. Prenons maintenant l'exemple des Knicks lors du Game 2 face à Boston. Sur un match où ils tiraient à 30% et avaient seulement 96 d'offensive rating, comment ont-ils réussir à gagner ? Eh bien, finalement, ils ont remporté la bataille des possessions, notamment sur les pertes de balles. Ils ont forcé les Celtics à perdre un ballon sur 18% de leur possession, et ça leur a permis de générer de la transition. Et c'est là où les pertes de balles finalement sont bien plus safe que les analytics des 3 points, parce que sur des 3 points, on peut avoir une activité et une réussite qui monte et qui descend, alors que finalement, la réussite sur transition est bien plus stable que celle à 3 points, et c'est comme ça qu'ils ont même compensé leur manque de réussite derrière la ligne. Tour suivant, encore cette fois avec les Knicks, mais l'effet inverse. Comment Indiana a tout simplement noyé les Knicks ? Eh bien, en faisant monter le curseur de la pression sur Brunson, qui s'était finalement régalé sur les 2 premiers matchs, et Indiana s'est ajusté, a fait monter la pression, et ont réussi à générer 17% de pertes de balles, 16% de pertes de balles, puis 19% de pertes de balles au match 6, des excellents scores qui ont engendré des victoires et qui ont permis aux Pacers d'accéder au final. Finalement, ces finales 2025 sont une bonne illustration des équipes qui ont réussi à gagner leur match en gagnant la guerre des munitions. Finalement, le but n'était pas d'avoir les meilleurs tirs sur demi-terrain, mais de générer le plus de tirs avec un maximum de transition suite aux pertes de balles. Finalement, c'était un hommage au hit des Heatles des années plus tard. Un affrontement entre 2 équipes obnubilées par la transition où le tir recherché n'est plus le 3 points ou le tir au panier, mais le surnombre en contre-attaque. Finalement, même après un panier encaissé, on a 2 équipes qui se projettent très vite vers l'avant. Si on nommait le match 1, qui est une anomalie totale, l'exception qui confirme la règle, le constat est saisissant. Sur les 6 autres matchs, l'équipe qui a provoqué le plus de pertes de balles est l'équipe qui l'a remporté, systématiquement. Et cette anomalie du match 1, elle s'explique à la non-réussite du Thunder en transition. 0,69 points par possession en transition, c'était leur pire performance de la saison. Pour vous donner une idée, la pire attaque de demi-terrain cette saison, c'était les Hornets avec 0,9 points par possession. Donc OKC sur ce match 1 n'arrive même pas à faire aussi bien en transition que la pire attaque NBA sur demi-terrain. Sur les 14 situations de transition qu'ils ont réussi à générer, ils n'ont scoré que 9 points. Mais comme dit, OKC gagnera aussi 4 fois la bataille des pertes de balles sur cette série et accrochera donc sa première bannière de champion au plafond quelques semaines plus tard. Mais si on dézoome un peu, ce Thunder est une vraie version moderne des Heatles. Sur l'ensemble de leur post-saison, OKC a perdu la bataille des pertes de balles que 3 fois, 3 défaites. C'était vraiment le moteur de cette équipe et ça tombe plutôt bien, on parle d'un moteur de Formule 1 qui roule sur une autoroute. Ils sont sur l'ensemble de la campagne des playoffs créé 414 turnovers et ils en ont concédé que 284, un différentiel de 131 sur toute la post-season. Le précédent record était détenu par les Raptors de 2019 avec 79. 52 d'écart entre la deuxième place, record explosé. C'est une folie furieuse, un run historique. Écartez-vous le hit 2013, écartez-vous les Bulls de Michael Jordan et consorts, le nouvel empereur
du jeu de transition a un nom, le Thunder 2025. Et s'il y a un écart aussi énorme, c'est aussi parce que les hommes de Mark Daigneault étaient géniaux pour ne pas perdre la balle. Seulement 11,6% de perte de balle sur cette saison, meilleur score NBA. Et en plus, quand t'es aussi premier à la création de perte de balle avec 17%, bah, t'es juste trop fort. Et ce chiffre, il est un peu dommage à vrai dire. En fait, OKC a été tellement fort qu'ils ont lâché le pied de l'accélérateur après le All-Star Break. Avant le All-Star Game, ils étaient à 18,5% de perte de balle, soit le plus gros score de l'histoire récente depuis le 8 2013-2014. Un rendez-vous manqué pour le script de notre histoire, mais bon, les ressemblances entre les deux équipes sont frappantes. OKC a repris les principes des Heatles et les a fait évoluer. Rien ne sert de créer des paires de balles si toi aussi tu as en commun un grand nombre, et hop, l'une des plus grandes lacunes du Heat comblée. Quitte à parfois subir les critiques d'un jeu trop statique, trop en isolation, même lors des finales, mais l'intérêt était précisément là. L'isolation n'implique pas de passe, et donc le meilleur moyen d'être sûr d'obtenir un tir, vital face aux chasseurs de l'Indiana. Sur la façon de jouer aussi, le Thunder a été une des rares équipes à faire du hard edge toute la saison avec Isaiah Hartenstein notamment. Mais aussi ne pas hésiter à switcher notre intérieur sur le pick and roll avec Chet Holmgren pendant les playoffs. Et en rajoutant pas mal de schémas complexes comme des pill switch, c'est-à-dire une pré-rotation pour couvrir précisément le joueur qui va tenter une interception. Et tout ça, comme pour le 8 d'antan, est permis par une construction d'effectifs autour de 3 stars atypiques. Si vous pouvez switcher Chet ou Bosh, c'est parce qu'ils sont ultra mobiles pour leur taille et leur position. Si vous pouvez être ultra agressif sur le porteur et faire jouer votre intérieur au périmètre, c'est parce que vos deux autres stars peuvent apporter de la protection de cercle. Et en attaque aussi, Chet est un peu la clé de voûte comme l'était Bosh. C'est lui qui permet d'avoir des profils défensifs qui compromettront un peu le spacing parce que lui, il étire le terrain et c'est lui qui apporte ce fameux spacing. Bref, les Heatles avaient bel et bien mis le doigt sur quelque chose de rare et valuable caché dans les abysses après le tsunami à 3 points. Les archéologues du Thunder l'ont déterré et exploité au grand jour. Et peut-être que demain déjà, cet avantage ne sera plus si tout le monde le copie. Peut-être que les Pacers, avec leur style toujours plus rapide, toujours plus chaotique, sont déjà la nouvelle révolution dans cette NBA, toujours en recherche d'avantages compétitifs. Cette saison 2025 et ce début d'année 2026 sont un rappel vibrant que ces Heatles n'étaient pas que des stars arrogantes, mais avant tout une équipe de basket hors pair, en avance sur son temps de 10 voire 15 ans. Une équipe unique construite autour de 3 joueurs dont l'association était atypique mais géniale. 3 amigos, ça prend de la place. James et Wade, phares de la franchise, ont attiré les projecteurs et les louanges, la postérité. Et pourtant, dans leur ombre se trouvait Chris Bosh. Silencieux architecte de leur succès, il était la clé de voûte de tout le projet. Sans lui, rien de tout cela n'aurait tenu debout. À l'heure du crépuscule, Bosh n'était pas le dernier des dinosaures, il était le précurseur d'une nouvelle ère, celle des intérieurs, capables de s'écarter, de défendre partout, de tirer de loin, et ce, bien avant que cela ne devienne la norme. Il était le stretch big, la licorne tant recherchée, avant même que le mot n'existe vraiment. Mais le destin, cruel, l'a stoppé net. Un caillot sanguin et tout s'est figé, brutalement, injustement. Et dans ce silence imposé, on ne peut s'empêcher de se demander qu'aurait-il pu accomplir dans cette NBA d'aujourd'hui, façonnée à son image. Une question de plus sans réponse pour nous les fans, une de celles qui laisse en nous un vide et qui nous donne envie de pousser un dernier cri de rage. On aurait aimé que ça dure, Chris, que ça dure encore un peu. Juste un tout petit peu.